Bonsoir et bienvenue dans le Libre Journal des auditeurs. J'ai la très grande joie ce soir de recevoir Angélique Lachaume. Bonsoir. Bonsoir. Angélique Lachaume, les auditeurs ne vous voient pas, quoique certains vous connaissent déjà. Vous étiez à la dernière fête de la courtoisie. Donc on a eu l'occasion de vous rencontrer. Vous êtes toute jeune et vous êtes poète. Il paraît. C'est ce qu'on peut dire. C'est Voilà. ça. Vous avez déjà eu vous avez obtenu des prix de poésie, on va l'expliquer tout à l'heure, et vous avez publié par la plume et l'épée un petit ouvrage de poésie préfacé de Jean de Vigry et introduit par Gabriel Cluzel, que des noms très connus sur cette antenne, et vous avez édité à l'édition des Cimes. Excellente édition, il faut le dire, on en parlera également tout à l'heure. Alors, première question, Angélique Lachaume, la poésie, que représente-t-elle dans votre vie ? Elle prend beaucoup de place puisque c'est un passe-temps, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à lire autant qu'à écrire. Et depuis longtemps en fait, puisque j'ai commencé à y prendre goût quand j'étais élève chez les Dominicaines à Fangeau, qui nous éveille beaucoup, oui, très bonne école, qui nous éveille beaucoup à tout ce qui est la beauté de la littérature, etc. Donc c'était tout un ensemble d'éducation qui faisait que quelque chose de beau et de fin comme la poésie, c'était évident qu'on allait tomber dedans. Bon, alors l'émission Donc est voilà. terminée, je comprends tout, puisque une de mes filles était à la BAF. Et qu'elle a reçu un enseignement, il faut le dire, absolument c'est fantastique. extraordinaire. Les meilleures années de ma vie, c'est celles que j'ai passées à Fangeau. Elle aussi. Voilà, elle en a passé trop peu. Et je le regrette pour elle et elle le regrette pour elle-même. Mais voilà, c'était la petite publicité pour les Dominicaines et pour ces écoles hors contrat, naturellement. Mais oui, ces écoles qui développent une pédagogie absolument comme tous les parents aimeraient, et tous les élèves ailleurs. Sans doute d'ailleurs. Oui. Mais tous les parents aimeraient trouver, sans aucun oui. Vraiment. Bon, alors voilà, donc j'ai compris pourquoi vous aimiez la poésie et pourquoi vous la déployez, vous l'écrivez de cette façon, car j'ai déjà eu l'occasion dans cette émission de lire quelques-uns de vos poèmes, figurez-vous, avant qu'on ne se rencontre. Mais je trouve que c'est une belle poésie, tout simplement parce qu'elle exprime les idées, enfin, etc. On va le redire au cours de cette émission, mais c'est surtout que la forme de la poésie, par rapport à certaines poésies contemporaines que j'ai un peu de mal à supporter, la forme que vous donnez à cette poésie est tout à fait classique, magnifique. Très classique. Oui, classique, mais enfin, la langue est classique. Oui. Bien. Alors, si la poésie se résume à faire une série de mots, pour ne pas dire de borborigmes sans sens, est-ce encore de la poésie ? Aujourd'hui, d'ailleurs, on se pose la question, parmi les exégètes de la poésie, si le poème en prose, comme on dit, n'est pas devenu un proème, je crois. Oui, j'ai entendu ça aussi, je trouve ça immonde, personnellement, mais... C'est comme ça qu'on appelle cette poésie. Alors, il y a de très beaux textes en prose, oui. Dieu merci. Mais enfin, il faut différencier les deux. Je pense qu'il y a deux styles et il faut, pour ceux que le style poétique intéresse, il faut surtout apprendre à manier les différentes versifications, de l'alexandrin, enfin, etc. Alors donc, passion de jeunesse, mais enfin, c'est encore tout à fait d'actualité, n'est-ce pas ? Passion de jeunesse. Mais quelles sont comment vous vient-elle, cette poésie ? Est-ce que c'est, dans une idée échevelée tout d'un coup, et là on tombe dans un romantisme qui peut faire un peu pathos, mais ou est-ce que vous travaillez vos textes, vous travaillez vos sujets, vous élaborez les choses ? Alors, les sujets, ça peut être très aléatoire. Soit je vais vouloir écrire sur quelque chose et je vais travailler beaucoup dessus. Soit c'est quelque chose qui vient spontanément et ça va sortir tout seul. Par exemple, un qui est sorti tout seul dans ce recueil, c'est le vin chaud. Tout simplement, un soir en famille sur le marché de Noël, on a pris un verre de vin chaud. Il y avait une ambiance très particulière et voilà, j'ai juste griffonné quelques verres dessus et ça a rendu quelque chose de pas mal à la fin, donc je l'ai mis dans le recueil. Formidable. Et après, par exemple, pour ceux que je travaille un peu plus, par exemple, la prière du chef scout, donc qui a gagné au Jeu Floraux le prix des poèmes à la Sainte Vierge, celui-là était plus travaillé, par exemple. J'ai pris plus de temps pour que chaque mot soit vraiment pesé. Comme c'est une prière, je préférais que les mots soient plus justes, donc je l'ai beaucoup plus travaillé, quelque chose d'un sujet plus léger. Voilà.
Et la poésie peut aujourd'hui venir, ça je m'interroge beaucoup là-dessus, parce que enfin vous êtes d'une génération, vous avez un téléphone portable sur la table, Oui. je suppose que vous communiquez par SMS aussi. Oui, oui, oui. On sait qu'il y a un langage là qui est absolument pitoyable d'ailleurs, enfin Oui, qui n'existe pas. ça fait mal au cœur de le voir, Alors, de le lire. Alors est-ce que, pardonnez-moi, mais à votre âge, est-ce qu'on a souci de la belle langue ou est-ce qu'on est complètement captivé, attiré par ce langage SMS qui est Je pense on est attiré par le langage SMS parce que tout le monde l'utilise autour de nous à notre âge. Mais il y a un moment où on choisit soit de se laisser aller à la médiocrité de l'emploi de la langue française, soit de se dire c'est un héritage, on l'entretient, on le travaille et on le fait fructifier. Donc, Bon, alors vous parliez du vin chaud, c'est page 22. Oui, j'y suis. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Ah oui, bien sûr. Bon. Le vin chaud. Brûlant comme une braise entre nos mains gelées, son cœur nous réchauffait tout entier, corps et âme. Tout Paris s'enivrait dans sa chaude fumée, dont les courbes jouaient comme celles des femmes. Son odeur de cannelle et de vin mélangé, sa robe rouge sombre et ses doux reflets d'ambre, rappelaient tendrement, sans leurs tristes regrets, les plaisirs oubliés des nuitées de décembre. Plus loin que la cannelle, on sent alors l'odeur de la pipe fumante d'un grand-père aimé, ce tabac que l'hiver savait rendre meilleur quand il était prisé près d'une cheminée. Les reflets rougeoyants de sa cape vieillie, sans doute, ont dérobé leur auguste couleur, aux flammes impudentes qu'un hiver blanchi, dans l'âtre seulement, supporte sans douleur. On le buvait pourtant, sourire sur les lèvres, ignorant qu'en ce verre, mille vers plus beaux, nous chantait arrogance, audace et douce fièvre, noblesse surannée d'un verre de vin chaud. Voilà, remarquable. Il y a un rythme, un choix des termes naturellement, mais un rythme que j'aime beaucoup, c'est vraiment de la poésie classique. Alors, lorsque vous parlez, Angélique Lachaume, lorsque vous parlez d'héritage, oui. Vous avez beaucoup lu de poésie, vous êtes inspiré beaucoup des grands poètes du temps passé? Oui, alors j'ai quelques petits préférés. Oui, ça j'imagine. Alors, Brasillac, par exemple, oui. que j'aime énormément, non seulement pour sa manière d'écrire, la forme de ses poèmes, mais aussi pour les idées. Il avait vraiment quelque chose à dire et je suis admirative, vraiment béate d'admiration devant son recueil de poèmes à Fresnes. C'est quelque chose de magnifique. Qui est paru récemment aux éditions des Cimes. Qui est d'ailleurs paru récemment aux éditions des Cimes, dans un très petit ouvrage très sympathique. Même collection d'ailleurs que oui, votre... Oui, Brasillac a ouvert la collection et je l'ai suivi d'un pas ravi. Bon, ça c'est une belle... effectivement, un héritage tout à fait remarquable. Tout à fait. Alors, donc Brasillac... Brasillac, j'aime énormément Charles Péguy, que j'ai découvert chez les Mères à Fangeau, évidemment. Oui. Alors, dans un autre style, j'aime énormément Baudelaire aussi, qui est un peu plus tourmenté, mais enfin qui a une langue magnifique. Rimbaud également. J'ai un modèle plus personnel de poésie. J'ai un grand frère qui écrit aussi, qui refuse de publier, mais qui écrit très très bien. Il fait d'ailleurs dans le recueil, il est d'ailleurs en tête, Sébastien Lachaume. Si je peux me permettre de vous lire quelque chose qu'il a écrit, que j'ai mis en tête du recueil parce que ça correspondait exactement avec mon titre, donc par la plume et l'épée. Il a écrit « Prouvez donc au monde que l'on peut être épris de noblesse et de beau, de grandeur et de gloire, sans haïr les armes, la guerre ou la victoire. Qu'on ne conquiert non pas par la plume ou l'épée, mais les deux réunis, et ce serait tromper que vouloir séparer sans risquer quelque alarme ces deux puissants moyens qui ne forment qu'une arme. » Donc voilà, j'ai de bons modèles de bons modèles familiaux. Effectivement, et par la plume et l'épée, donc c'est le titre de votre C'était parfait. recueil, donc j'admire énormément ce qu'il écrit. Et j'ai aussi des auteurs qui me plaisent en prose, qui ont des plumes magnifiques en prose, que je lis beaucoup. Ce sont des auteurs comme Roger Nimier, Louis-Ferdinand Céline, etc. Voilà, c'est un tout autre domaine, mais je trouve que ce qu'ils écrivent prête à songer autant que de la poésie, en fait. Voilà. Et alors, si je peux me permettre, les choix que vous venez de nous donner, là, sont quand même un tout petit peu marqués. Un petit peu, j'avoue. Alors, est-ce que c'est par les idées ou est-ce que c'est simplement parce que ces idées s'expriment à travers un vocabulaire, à travers une forme, une syntaxe, etc., qui vous séduit particulièrement? Je pense les deux, parce qu'ils ont une langue objectivement qui est magnifique. Même si on ne partage pas leurs idées, je pense qu'on est obligé d'admettre qu'ils ont une langue absolument magnifique. Mais évidemment, je pense que je suis plus touchée également par leurs écrits parce que je partage leurs idées. Donc forcément, je pense que ça me touche plus de ce point de vue-là. Mais je pense aussi que leur langue est absolument magnifique sans ça. Donc les deux mélangés, évidemment, je suis subjuguée. Et est-ce que la poésie peut être véritablement
une poésie, je dirais, alors là on revient sur l'étymologie même du terme poein, qui veut dire faire, fabriquer en fait. Est-ce que ça peut être une poésie d'action pour ne pas dire une poésie militante? Je pense que si, justement, puisque la poésie, pour moi en tout cas, sert à dire ce que j'ai envie de dire et ce qui me touche. Et pour ceux qui ont lu le recueil, je pense que c'est clair que ce qui me touche, c'est la France, c'est le salut de la France. Et dans un certain sens, je dis qu'il faut prier pour la France, donc c'est quelque chose d'abstrait, de spirituel, la prière, mais il y a aussi toute la partie militante de la France ne se sauve pas toute seule, il faut agir pour elle. Voilà, le ciel t'aidera. Exactement. La formule est belle. Donc je pense que, à ma manière, c'est une manière aussi d'agir, d'écrire pour la France. Donc je pense que oui, il existe une poésie militante. Robert Brasillach en était un exemple fantastique. Évidemment. L'exemple parfait. Il y a laissé, d'ailleurs, sa vie. Son engagement a été total. Voilà, ah oui, complètement. Dire ça comme ça, oui. Alors, parmi les poèmes que vous avez... D'abord, là, il y a un petit recueil, tout petit, qu'on doit avoir dans sa poche. Il doit tenir, oui. Je dois dire aux auditeurs, quand vous êtes coincé dans le métro et que vous maugréez sur les transports communs parisiens ou ailleurs d'ailleurs, alors ayez ce petit recueil dans votre poche et puis vous le sortez discrètement ou plus ou moins discrètement et lisez-le. Ça donne un petit peu ça élève, je dois dire. Ça fait penser à autre chose, tout au moins, j'espère qu'elle a... Oui, en plus que ça soutient au contraire la méditation la méditation obligée dans les masses se déplaçant dans les transports. Alors peut-être, vous venez de parler donc de cette prière pour la France. Dites-nous une des prières pour la France qui sont dans ce recueil. Laquelle choisir? Celle du chef scout me plaît particulièrement. Très bien. Page 28. Page 28, merci beaucoup. Donc, prière du chef scout. Notre-Dame de France, écoutez ma prière. Je viens vous demander, après tout 3 fois rien, de veiller aujourd'hui et demain, comme hier, sur l'âme des enfants dont je suis le gardien. Vous avez surmonté la douleur indicible de voir le divin Fils élevé sur la croix. N'est-ce pas un repos, un labeur bien paisible d'ouvrir votre manteau pour les garder du froid? Car les hivers sont rudes au pays de France. Les vents se font glaçants sur les âmes chrétiennes. Et je ne voudrais pas que, face à la souffrance, ces pieux enfants oublient leur tendre souveraine. Faites-en les héros d'un morne quotidien, les humbles héritiers du flambeau de la foi. Mais pour cela, Marie, pour qu'ils deviennent saints, je n'ai qu'une prière, sanctifiez-moi. Alors, je parlais d'élévation à l'instant, c'est une véritable élévation. Alors, on sent très bien, on parlait de prière militante, pardon, de poésie militante. On sent très bien qu'il y a là, en plus de cette forme poétique remarquable, il y a une forme d'esprit, une éducation de l'esprit qui est tout à fait remarquable. C'est celle que vous avez reçue. Alors chez les mères, on a bien compris. Et chez mes parents aussi. J'allais dire. Évidemment. Sans doute dans la famille. C'est un ensemble. J'ai grandi dans un univers très privilégié. Je remercie ceux qui me l'ont permis de grandir là-dedans. Une éducation catholique et droite. J'ai eu des exemples, que ce soit à l'école ou à la maison, j'avais des exemples admirables de ce côté-là, donc j'avais qu'à suivre. Mais on sait que à certains âges, on ne suit plus, on se rebelle. Oui. Voilà, bon, par exemple, enfin ça s'appelle la crise. Mais voilà. Je veux dire par là qu'il y a quand même une véritable digestion, si je puis dire. C'est un peu trivial, mais une digestion de ces principes pour les faire siens. Là, d'ailleurs, vous le dites bien à la fin de ce très beau poème. La prière du chef scout, lorsque vous dites finalement le but c'est le moyen c'est sanctifiez-moi. Oui, j'ai été cheftaine de Louveteau et je me suis rendu compte à quel point la tâche d'éducation était dure. Quand on est cheftaine, on n'éduque pas vraiment, mais enfin on est quand même là pour tirer vers le haut. Et je me suis rendu compte que mes professeurs et mes parents et tous ceux qui ont eu le rôle de mon éducation avaient fait un travail fantastique, parce que c'est pas évident d'être toujours au sommet de sa forme et de toujours donner un exemple
infaillible à des jeunes gens de toujours rester droit. C'est pas si simple que ça. Donc, Alors, il faut prier pour ça. C'est pour ça que je dis sanctifiez-moi, aidez-moi. On a besoin de cette aide. Alors, quand vous dites que les cheftaines, enfin la cheftaine n'éduque pas vraiment, alors pour avoir eu des enfants louveteaux, mais qui sont aujourd'hui Akela, donc Oui, louvetier, dirons-nous. Moi je trouve que c'est toute la. On peut parler un peu du scoutisme sur cette Oui. antenne, on sait ce que c'est. oui, Et c'est la pédagogie scout, c'est une pédagogie certes de l'engagement, mais de la responsabilité. C'est la responsabilité du chef vis-à-vis du jeune vis-à-vis du plus jeune, et ça, c'est véritablement l'éducation. Il y a une filiation dans cette éducation qui est absolument incontournable, enfin qui devrait être incontournable. C'est très exactement ce qui est absent aujourd'hui de l'éducation. On ne donne plus de modèles aux jeunes. Ou alors les modèles sont des modèles dépravés, des modèles qui n'en sont pas vraiment. Qui n'en sont oui. plus du coup, enfin qui sont de mauvais modèles en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que cette façon d'enchaîner chronologiquement les générations et de donner ce que l'on a reçu, etc. Ce qui est censé être naturel en fait. Alors, ça devrait l'être. En tout cas, c'est Oui. le bon sens, c'est le bien commun. Oui, c'est tout c'est ce ça. qu'on peut. Voilà. C'est ce qui est tellement décrié pour chasser aujourd'hui. Et on a besoin. L'enfant a besoin de son chef scout, par exemple. Il a besoin de sa cheftaine, en un mot. Parce que ce que vous donnez à l'enfant, les parents ne peuvent pas le donner de la même façon. Voilà. Donc, il y a une complémentarité. Voilà. Le professeur est chargé. Alors, on sait que c'est un propos extrêmement dangereux dans une république ayatolesque socialiste, mais le professeur participe à l'éducation du jeune. Oui. Ne serait-ce que par le modèle qu'il peut donner, le modèle d'intégrité, d'objectivité D'où l'intérêt de bien choisir ses écoles. C'est absolument capital. L'éducation ne peut être que complémentaire entre les parents, bien sûr, premiers éducateurs, les responsables spirituels aussi, qui introduisent l'enfant dans un monde qu'on retrouve dans la famille, mais qui n'est pas exclusif de la famille. Et puis le maître à l'école, et puis les éducateurs, non pas parallèles, mais convergents, que sont les responsables scouts, par exemple, etc. Et alors, question... la poésie, pensez-vous que la poésie puisse être éducatrice plus exactement? Je l'espère. Quand j'étais venue dédicacer pour la fête de Radio Courtoisie, j'ai un papa qui est passé, qui a trouvé mon recueil, qui ne connaissait pas du tout, comme tout le monde. Et donc il m'a dit voilà, et qui m'a dit voilà, j'ai une fille qui s'intéresse très peu à la littérature et qui écrit très mal à cause des SMS justement. Et j'aurais voulu l'éveiller à la belle langue et à la littérature française avec quelque chose d'assez simple. Et je vois que votre recueil est tout petit. Est-ce que vous pourriez lui mettre un petit mot? Et j'ai trouvé ça extrêmement juste de la part du papa de vouloir éveiller la conscience littéraire de sa fille avec la poésie, avec de la littérature, de vouloir l'éduquer justement à dire non à la médiocrité ambiante par la poésie. Donc je pense que oui, ça peut avoir une valeur éducative assez intéressante. Ça, c'est important ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'on propose à l'enfant, au jeune, immédiatement le plus haut, parce que la poésie, c'est quand même la quintessence de la langue. Le plus haut, parce que la poésie, c'est la quintessence, mais en même temps, la poésie que je propose dans ce recueil est assez simple, elle est abordable par tous les âges. Absolument. Par les plus jeunes comme par les plus âgés. Et donc je pense que c'est complètement abordable pour une jeune fille. Il m'a dit, je crois qu'elle avait 13 ou 14 ans. Donc, je pense que pour 13 ou 14 ans, il y a quand même de quoi trouver quelque chose de bon pour l'âme, j'espère au moins. Mais alors précisément, est-ce qu'il y a une progression dans la connaissance de la langue, dans cette initiation que l'on peut envisager de la belle langue française? Est-ce qu'il y a une progression nécessaire, ou est-ce qu'il faut, comme ce papa, faire une rupture, attaquer très haut pour montrer ce qui est un peu absolu en fait dans la langue française, enfin dans la langue tout court d'ailleurs, parce que les poésies allemandes sont
sont magnifiques. Enfin, bon, moi je l'ai connu par les leaders chantés, naturellement. Mais il y a une poésie germanique qui est splendide aussi. Sans doute, je connais moins la poésie anglaise. Je suppose que... Que je connais plus, du coup. Mais Ah oui, bon. c'est vrai que c'est magnifique aussi. Bon, il doit y avoir l'équivalent, en tout cas, dans les grandes langues Oui. de culture. Alors donc, est-ce qu'il y a... Je reviens à ma question. Pensez-vous qu'il y ait une progression, une introduction, un développement, enfin, etc. On revient toujours à la pédagogie de la langue. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense que la progression, elle est censée se faire par l'apprentissage à l'école. Mais comme il ne se fait plus, enfin ça dépend des écoles, mais Oui, comme oui. dans les écoles publiques, il ne se fait plus, je pense que le papa de la jeune fille en question a eu raison de lui montrer, elle a sous les yeux continuellement le modèle d'écriture et de langue française qu'on entend dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a Voilà. moitié français, moitié de langues étrangères, qui est les SMS, voilà, toute cette médiocrité de la langue Exactement. française. Et je pense qu'il a eu raison de vouloir lui montrer d'un coup, paf, il y a autre chose, Mhm. de complètement différent, de bien mieux. Donc, au lieu de vouloir montrer petit à petit, elle aurait peut-être perdu le fil à cet âge-là, on est plus attiré par la simplicité. Mhm. Il a voulu quand même lui montrer d'un coup, t'as le médiocre et t'as quelque chose de mieux, Oui. choisis. J'espère qu'elle aura fait le bon choix. Oui, choisi, oui et non d'ailleurs, parce qu'il faut, sans être trop dirigiste, il faut respecter évidemment les sensibilités, mais enfin, Voilà. il faut quand même, là encore, on revient Au rôle pédagogique, à l'idée voilà. du modèle. Il faut Aider. il faut un modèle, il faut introduire ce modèle, il faut montrer, il faut que les parents montrent l'intérêt aussi. Est-ce que dans nos familles, est-ce qu'on dit de temps en temps des poèmes ? Bien chez moi, non. On nous encourage beaucoup à lire, mais c'est vrai qu'on ne les dit pas. Oui. Après, si on avait toujours des CD avec des poèmes lus ou chantés, donc c'est peut-être ça aussi qui peut Peut-être, éveiller. oui. Oui, ça peut Ouais. effectivement éveiller. Moi, je donnerais peut-être un conseil. Je l'ai pratiqué à certaines périodes, pas toujours naturellement. Mais vous savez, on vit souvent devant le réfrigérateur. C'est vrai. Et on peut accrocher toutes sortes de choses sur le Alors, il y a C'est vrai. toutes les recommandations des parents pour les enfants, les emplois du temps, généralement. Attention, n'oublie pas tes clés, je rentre à telle heure. Mais on peut aussi y introduire de la poésie. C'est une très bonne idée d'introduire de la poésie dans le quotidien. Moi, sur mon réfrigérateur, j'ai souvent mis des phrases de Bossuet. Ah, c'est original. Voilà. Ah, mais Et c'est une bonne idée. je peux vous dire que ça oriente toute une journée. Oui, je veux bien le croire. Voilà. Et alors, ces réflexions, bon, en famille, on se les fait, on se les fait pas. Enfin, on sait très bien, par habitude. Mais je peux vous dire, quand une personne étrangère à la famille arrive et voit sur le réfrigérateur un poème ou une phrase de Bossuet, celle qui est en ce moment, et depuis le mois de janvier, figurez-vous, chers auditeurs, c'est naturellement Dieu rit de ceux qui chérissent les effets dont ils déplorent les causes, ou l'inverse, je ne sais plus d'ailleurs à l'instant. Enfin, toujours est-il que celle-là, je trouve, elle est à la fois d'une richesse, d'une justesse, d'une simplicité, c'est absolument exemplaire, et par conséquent, Elle reste sur votre frigo. voilà. Et plusieurs jeunes adolescents venant à la maison et découvrant cette chose, eh bien, nous sommes partis sur des explications peu ou prou philosophiques pendant tout le repas, parce que ils étaient. Ça éveille la curiosité en fait. Voilà, si à cet âge-là on nous les met pas sous les yeux, on va pas les chercher tout seul forcément quoi. Exactement. Donc, Alors, un autre Angélique Lachaume, un autre poème. Votre préféré, par exemple, dans ce petit recueil de 40 pages de poésie, 38 poèmes, magnifique. mon préféré c'est celui que j'ai écrit pour mon mari désormais, parce que je suis récemment mariée. C'est je maudis notre siècle. Donc qui est page 17, si vous voulez regarder. Suivre sur le... Donc, il n'a pas de titre, j'ai simplement mis les premiers vers. C'est mon grand souci, c'est toujours de trouver un titre à un poème. C'est très compliqué pour moi. Je maudis notre siècle et ses mœurs décadentes qui ont bradé l'amour comme un bout de chiffon, l'ont livré en pâture aux ardeurs inconstantes, frivole obscénité, pitrerie de bouffon. Je ne peux que t'offrir un amour fier et franc, un de ceux qui jadis ont bâti des foyers, un de ceux sur lesquels nos aimés grands-parents ont scellé par un mot leurs 2 éternités. Ce n'est pas chaque soir une vie près de toi que mon âme demande avant que la nuit tombe. C'est une éternité, une place de choix, où mon corps près du tien dormira dans la tombe. Et lorsque le vieux monde aura fini sa course, je veux savoir qu'ensemble nous adorerons les divines splendeurs de l'éternelle source, de vie, de charité, d'amour et de pardon. C'est superbe. Bien. C'est super. Et là encore,
l'idée... alors, les idées sont très fières et franches, pour reprendre... Et c'est tout à fait... ce qui est remarquable, c'est que vous placez ce poème, finalement, dans l'éternité, c'est-à-dire dans la continuité. C'est ce qui fait l'anthropologie humaine. C'est ça. C'est aussi, je trouve qu'il reflète un petit peu le recueil dans le sens où, surtout par le vers, un de ceux sur lesquels nos aimés grands-parents ont scellé par un mot leurs 2 éternités, il s'inscrit dans tout l'amour de la tradition que j'ai, c'est-à-dire que toutes ces valeurs qui m'ont été apprises très jeune l'ont été aussi par mes grands-parents, par des exemples comme eux qui sont, qui m'ont appris la valeur de la vie, de la foi, du bon Dieu, la place qu'il a dans nos vies, et de ce que c'est que le véritable amour qui conduit à fonder des foyers, etc. Et donc, c'est un héritage que j'avais envie de présenter dans le recueil sous tous les plans, ne serait-ce que pour l'amour de la France, mais aussi pour l'amour tout court, qui est assez, rabaissé dans le monde actuel. La grandeur de la cellule familiale, en fait. Voilà, exactement. Du couple d'abord, puis de la famille, puis du village, puis de la patrie, puis de... Voilà, et ça, c'est une filiation qui semble tellement humaine, en quelque sorte, tellement nécessaire à l'homme, c'est ça. Oui, qui me semblait évidente et qui visiblement ne l'est pas tant que ça dans le monde actuel. Aujourd'hui, on essaye de détruire cet équilibre. J'avais vraiment voulu le mettre dans le recueil parce que justement, il m'avait presque l'air contre-révolutionnaire comme ça, d'un certain côté. Complètement. Complètement. Voilà. Alors précisément, contre-révolutionnaire, est-ce que ça ne signifie pas aussi ringard ? Ah, peut-être que dans le monde actuel, ça voudra dire ringard, mais comme j'ai très peu de considération pour ce que pense le monde actuel, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais cela dit, c'est... là, c'est j'allais dire un vieillard qui vous parle. Tout de même. Un pied dans la tombe. Mais, non, mais c'est les jeunes de votre génération qui, précisément, à contre-courant complet de ce que la société nous propose, sont capables de montrer le bonheur d'être... le bonheur de ce que vous exprimez dans ce poème, c'est-à-dire de construire quelque chose. C'est le contraire des ardeurs inconstantes, des frivolités. Comme vous disiez, on a eu des modèles. De bouffons. Comme vous disiez, les modèles qu'on a eus ne sont pas ceux que la société nous a proposés. Alors, pour une jeunesse un peu privilégiée, comme j'ai la chance d'être, j'ai eu d'autres modèles, que ce soit parents ou grands-parents ou entourage. J'ai vu des amours qui ont duré longtemps, qui ont fondé des foyers, qui ont élevé des enfants, qui vont à la messe le dimanche. Vous voyez, c'est quelque chose de... Oh là là. C'est quelque chose de très traditionnel. C'est un testament qu'on m'a laissé et que je veux entretenir. Donc, voilà. Mais ce qui est très beau, c'est que c'est socialement, c'est ce qui constitue d'abord une culture, puis une civilisation, sans doute. Mais c'est aussi quelque chose qui est véritablement vécu, j'allais dire, par la foi, par l'adhésion complète. Oui. À la fois du corps, de l'esprit, du spirituel, enfin tout adhère à cette adhésion. Elle est pas forcément spontanée parce que c'est peut-être des valeurs dans lesquelles, par exemple pour moi, je baigne depuis petite. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, est-ce que ce sont celles de mes parents ou est-ce que ce sont les miennes ? Alors voilà. Et il y a un moment où on se dit, est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux ce que la société propose, qui est beaucoup plus simple, que tout le monde suit. Et donc il y a un moment où on doit faire le choix d'adhérer soi-même à toutes ces valeurs, à la foi, à la fidélité, Donc c'est un choix personnel qui n'est pas forcément évident à faire. Pour ma part, ça l'a été, mais je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup de mérite à pouvoir suivre la tradition donnée par leurs parents. Sans aucun doute. C'est pas... Mais vous avez reçu une formation, alors là on parle vraiment de la formation, de l'instruction que vous avez reçue. C'est une instruction très complète et qui vous a donné, j'allais dire à travers les grands textes de la littérature, qu'on n'étudie plus suffisamment aujourd'hui. Enfin, quand je vois la pauvreté de ce qui est enseigné dans la plupart des... pas partout, pas d'amalgame, mais dans la plupart des écoles. Mais c'est quelque chose de pitoyable. Quand on pense que sur une génération, tous mes enfants ont travaillé pratiquement sur les mêmes textes, alors qu'ils étaient dans des écoles différentes. Il y a une sorte d'uniformisation dans la médiocrité qui est tout à fait pitoyable. Exactement ça, une uniformisation dans la médiocrité, je l'aurais pas dit mieux. Et je vois ce qui était proposé l'année dernière dans une autre école. Donc, à ma fille, je me suis dit, mais la pauvre, si elle n'a pas autre chose à lire que les livres qu'on va lui faire étudier à l'école, mais
tous ces soi-disant modèles romanesques, etc., sont des gens qui sont suicidaires, désespérés. Ah oui, j'avais noté un changement entre le programme qu'on étudie, des œuvres qu'on étudiait à l'école normalement, et quand on est arrivé au bac et qu'on s'est retrouvé avec Beckett. Par exemple. Et à présenter, c'était Beckett et les mémoires de De Gaulle. Alors, sans porter de jugement personnel sur De Gaulle, la qualité rédactionnelle de ses œuvres est médiocre. Il faut le dire, il écrit pas spécialement bien. Enfin, c'est pas fantastique. Il y a des choses bien plus belles que ça. Oui. Ben voilà. Et donc, on nous présente ces deux textes, ces deux œuvres-là, et on se dit, mais ça fait des années qu'on étudie des choses bien plus intéressantes, et on passe des concours sur des œuvres relativement médiocres. À mon goût, en tout cas. Heureusement que voilà, donc chez le maire, on nous proposait d'autres œuvres à côté. On ne faisait pas que les œuvres prévues au bac, on étudiait autre chose pour pas que l'année soit stérile en apprentissage de nouvelles œuvres. Mais ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, on sent très bien l'idéologie qui sous-tend ce choix même des œuvres étudiées dans les établissements scolaires. Il y a une idéologie qui sous-tend parce qu'il y a tellement de chefs-d'œuvre. Et surtout tellement de chefs-d'œuvre qui mettent en exergue, en quelque sorte, des personnages qui développent des pensées de très grande qualité, de très haute valeur. Et ça, c'est extrêmement formateur. Quand on a 10, 12 ans et qu'on rentre dans ces textes-là, pour peu qu'on ait une explication, on n'y rentre pas spontanément aussi. Il faut qu'il y ait d'abord une appétit, sans doute, et puis un modèle qui vous enseigne comment comprendre ces textes. Parce que souvent, la langue en est un peu désuète, etc. Mais c'est tout à fait fondamental que de se plonger dans ces textes-là. Tout est dit dans les tragédies d'Échille. Ne me lancez pas sur les auteurs grecs et je vais parler toute la journée. Bon, on est là pour ça. Mais je veux dire, voilà, tout est dit de la grandeur de l'âme humaine, de la bassesse de l'âme humaine aussi. Et par conséquent, à partir du moment où on a étudié ça, on ne peut plus, pour soi-même et dans sa vie quotidienne, on est, j'allais dire, un terme un peu qu'on pourrait expliquer, mais on est presque influencé par la grandeur de ces héros. Voilà. Ah oui, clairement. Alors que si on vous présente des paumés, des marginaux, des minables, des suicidaires. Quel idéal est-ce que ça donne, quoi ? Voilà, des gens qui sont embringués dans des situations personnelles inextricables, enfin, etc. Ça ne suscite même pas l'intérêt chez les plus jeunes. Quand je vois vers 13-14 ans, mon petit frère, par exemple, à 13 ans, et a étudié le Cid, lit énormément de Saint-Exupéry. Ça, ce sont des modèles que je suis ravie qu'ils prennent. Mais bien sûr. Non seulement parce que c'est bien écrit, mais en plus parce que ce sont des auteurs qui tirent vers le haut et non vers le bas. Et ça me semble un petit peu primordial à cet âge-là de tirer les enfants vers le haut. C'est là que le caractère se forme à cet âge-là. Et si on leur présente des auteurs médiocres, des auteurs, comme vous dites, suicidaires, dépressifs, on les pousse un petit peu vers la dépression. Mais complètement. Ce sont des éponges et ils prennent ce qu'ils ont sous la main. Si ce sont des dépressifs. Exactement. Et ça les imprègne. Vous parliez d'éponge tout à l'heure, mais le terme était, la comparaison est tout à fait celle-là. En fait, intellectuellement, ils sont influencés par la médiocrité, par des nuls, par des échecs, alors que dans les tragédies grecques, parlez-nous un peu des tragédies grecques. Ah non, me lancez pas. Non, si, je suis extrêmement une grande admiratrice des tragédies grecques, puisque j'ai fait une licence de lettres classiques. Et même si j'ai une préférence pour le latin, quand je le travaille, j'ai une préférence pour le grec quand il s'agit juste de lire les textes. Je trouve que non seulement la langue est belle, les histoires sont belles, puisque la mythologie, j'aime énormément. Ce sont des histoires qui ont traversé les siècles et qu'on raconte encore maintenant. C'est quelque chose que tout le monde devrait connaître. J'aime énormément également. J'ai beaucoup travaillé en fait pendant ma licence sur l'Odyssée. Très peu de l'Iliade d'ailleurs, malheureusement. Mais beaucoup l'Odyssée. Et il y a une époque encore pas si lointaine que ça où tout le monde avait plus ou moins déjà lu des passages de l'Odyssée. Je me rappelle arriver au bac, une jeune fille dire « On est tombé sur un texte d'un vieux mec pas connu qui s'appelle Homère. » Oh là là, j'étais ruinée. J'étais dépitée. J'en ris maintenant, mais c'est lamentable. Enfin, Homère, ne pas connaître Homère, c'est quand même le b.a.-ba
de l'éducation. Et alors surtout ne pas littéraire. connaître l'expression, enfin, etc. Bon, bien sûr, ça se travaille, ça s'étudie. Mais ne pas avoir saisi l'importance de ces personnages, je le répète, c'est dans ces personnages des grandes tragédies grecques que toute l'anthropologie humaine dont nous vivons aujourd'hui, on a ça dans notre ADN. Et par conséquent, faire une rupture totale avec toutes ces, comme le veulent les prochaines réformes, enfin, etc., oui. les bidonnages absolument de nos ministres, successifs d'ailleurs. Donc, c'est criminel. Parce que c'est toute une génération qui va... D'ailleurs, c'est fait pour ça. Idéologiquement fait pour ça, c'est une génération qui va des générations qui vont se trouver sans aucune racine. Oui. C'est une génération donc, de déracinés. Sans avenir. Oui. Voilà, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va. Des bouchons sur la vague, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, qui ne vont absolument pas avoir de possibilités personnelles de réflexion, d'analyse, etc. Voilà. On en fait des esclaves. Exactement. Bon. Parlant des poèmes grecs, Brasillac d'ailleurs a fait une traduction des poèmes grecs qui est absolument magnifique. Oui. Il a traduit ça avec une justesse impressionnante. J'ai trouvé ça absolument splendide. C'est une de ses, avec alors, les poèmes de Fresne, c'est une de ses œuvres que j'idolâtre carrément. Alors vous qui avez eu une formation donc chez les maires de Fanjeaux, donc une excellente formation, on l'a dit tout à l'heure. Donc là un modèle extraordinaire d'ailleurs, à la fois d'intelligence intellectuelle, de capacité pédagogique, c'est-à-dire à transmettre les choses, ça c'est irremplaçable, enfin etc. Où avez-vous fait votre licence de... Alors j'ai fait les 2 premières années, je l'ai fait à l'Institut universitaire Saint-Pédis. Ah bah oui, alors évidemment. Vous êtes dans la même... Incontournable. Donc... où j'ai appris énormément, les professeurs sont très disponibles. J'avais comme professeur de français Monsieur Lanavert, qui est très souvent sur les ondes de Radio Bourgeoisie. Mais bien sûr. Qui a été un professeur admirable. Et ensuite, je suis partie en licence professionnelle de métier de l'édition, pour pouvoir travailler dans l'édition, aux éditions des Cimes notamment. Très bien. Et puis, en travaillant aux éditions des Cimes, après, j'ai fait par correspondance une 3e année de lettres classiques pour terminer, que j'ai faite par correspondance à Toulouse. J'étais à Paris, mais je travaillais par correspondance à Toulouse. Et c'était au moment d'aller passer mes examens que je me suis rendu compte qu'on était 4 dans la classe. Très bien. Je me suis dit, le latin et le grec perdent vraiment de leur... notoriété. Ben oui, enfin, on le sait bien, on l'a vu par ces... On se console en disant qu'on se disait, on n'était que des filles, et on se disait qu'on était l'élite. Oui. Voilà, on disait ça en riant. Les professeurs acquiesçaient gentiment. Joyeusement, bien sûr. C'était assez sympathique. C'était privilégié comme ambiance, du coup. Oui. Même à l'Institut universitaire Saint-Pédis, on était 4 avec un élève en double cursus, mais on est très peu. Bon, c'est un petit institut aussi, donc... Mais il y a très peu de gens qui sont en fait attirés par les lettres. Je trouve ça très dommage. Oui, très dommage parce qu'on forme des générations d'ingénieurs. Bon, c'est très bien comme ça, mais ça, on en aura toujours. Oui. L'ingénieur, lui, il exprime dans ses réalisations, dans ses recherches, enfin, etc., dans ses travaux, il exprime comment faire les choses. Mais on aura de plus en plus besoin de savoir pourquoi on les fait. Et ça, c'est plutôt le philosophe qui va pouvoir nous renseigner. Exactement. Bon, je trouve que c'est vraiment dommage que ce soit abandonné, surtout par les jeunes filles, par les femmes, parce que si ce sont des femmes qui sont vouées à être mères ensuite, avoir eu tout le bagage de ce qu'ont écrit les auteurs, tout ce qu'ont écrit nos ancêtres sur l'homme, sur l'éducation, ne serait-ce que sur l'anthropologie, quoi. Exactement. De cerner ce qu'est un homme, ce qu'est un enfant, ce qu'est la vie. Comment le transmettre aux enfants si on a que son expérience personnelle? C'est déjà bien, mais c'est très limité si on ne s'enrichit pas de tout ce qu'ont pu dire les auteurs à tous les propos, en fait. Donc, je trouve et puis son expérience personnelle sera influencée par ses lectures, par la compréhension des textes, la mendication des textes. C'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi chez les dominicaines de Fanjeaux, on n'avait pas le choix, on faisait qu'un cursus littéraire, on faisait qu'un bac littéraire. Je ne comprenais pas. Je me disais, parce qu'elles n'ont pas de professeurs suffisants pour faire les maths, ce qui est absolument faux. J'ai compris ensuite que c'était pour ça. Il y a des mères qui sont des pédagogues en mathématiques absolument extraordinaires. Ma fille en avait. Absolument génial. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Et donc voilà, j'ai compris plus tard que oui, c'était parce que je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas étudier les sciences ou quoi que ce soit, et il y en a sans doute. Mais le minimum que doit avoir une femme pour continuer sa vie, pour le bagage qu'elle doit avoir pour être une mère, une épouse, c'est un bagage littéraire, puisque elle doit s'enrichir de tous les exemples de la littérature et de l'histoire. Donc
Je pense que le plus adéquat pour une femme, c'est quand même les lettres. Sans vouloir faire de jugement réducteur, etc. Je pense que le plus adéquat, c'est quand même les lettres. Vous attirez les foudres oui, je sens. De beaucoup de gens. Oui. Mais enfin, de beaucoup de gens qui sont peut-être dans l'erreur, d'ailleurs, il faut le repréciser. Mais non, mais ce qui est certain, c'est que vous êtes, j'allais dire, dans ce que vous venez de dire, vous êtes dans une filière absolument traditionnelle, pour ne pas dire traditionnaliste. C'est vrai. Bah, oui. Mais qui est tellement riche. Mais de toute façon, là encore, on parle d'anthropologie, mais c'est un mot qui peut paraître peut-être un peu pédant, un peu prétentieux, mais c'est tout à fait ça. Moi, je me souviens toujours, j'ai redécouvert, si on peut dire, enfin ce terme, c'est Jean-Paul II qui répondait à un journaliste tout au début de son pontificat, lorsque le journaliste lui posait la question en lui disant « Mais Saint-Père, vous êtes issu des marches de l'Est, la Pologne, enfin, etc., qui est sous domination communiste. Que ferez-vous pour, vous, catholiques, abattre le communisme ?» Et Jean-Paul II dit, mais la prière, bien évidemment, enfin, etc., tout ce qu'on attend dans la parole d'un pape, naturellement, mais il dit, mais de toute façon, le communisme s'écroulera. Car il n'a pas d'anthropologie. Point. C'est extrêmement juste. Voilà. Et tout est dit. Voilà. En une phrase, il a résumé véritablement le fond du problème. On appelle ça le sens de l'histoire dans le marxisme, mais il a effectivement répondu. Et on l'a constaté. Oui, c'est vrai. Voilà, dans les faits, c'est exactement dans les faits, il a vu extrêmement juste. Voilà. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu toi, le ciel t'aidera. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des petits coups de ici ou là de diplomatie à droite, habile. Enfin bref, de choses comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que, c'est que dans les faits, le marxisme. Alors, on sait qu'il n'est pas totalement, la bête n'est pas totalement détruite pour autant. Il faut être très vigilant. Mais enfin. En attendant, dans les faits, il y a eu quand même un certain nombre de réalisations humaines qui prouvent que le communisme a quand même mis très franchement un genou en terre, quoi. Oui. Voilà. Donc, pas d'anthropologie, pas de survie de l'homme et pas de survie des sociétés. C'est juste. Voilà. Vous êtes à l'écoute du libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois ce soir Angélique Lachaume et nous parlons de poésie. Quel bonheur, c'est si rare. Voilà. Enfin, pas sur cette antenne. Radio Courtoisie a toujours été une radio qui a toujours placé la poésie au pinacle de ce beau souci. Alors, donc, Par la plume et l'épée, c'est le livre de poésie qu'Angélique Lachaume a fait paraître aux éditions des Cimes. Et je redis que ce livre est préfacé par Jean de Vigry et introduit par Gabriel Cluzel, qui sont quand même deux parrainages prestigieux et j'allais presque dire d'une façon un peu intime que nous aimons beaucoup. Voilà, pour les textes en tout cas qu'ils nous produisent. Alors, un mot sur ces éditions des Cimes, parce que vous avez été assistante conseillère éditoriale. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est un endroit où il fait bon travailler. Donc, c'est une maison d'édition qui est assez jeune, mais non moins active. Donc là, et courageuse. C'est un peu à contre-courant, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, mon ouvrage s'inscrit dans la collection Lettres françaises où donc, les poèmes de Fresne m'ont précédé. Mais il n'y a pas que les lettres françaises qui sont publiées aux éditions des Cimes. Il y a également en ce moment un ouvrage qui a un succès mérité. C'est un livre du professeur Lozacmer sur les origines occultistes de la franc-maçonnerie. Donc il y a un franc succès que je vous recommande. Il y a également un nouvel ouvrage d'Alain Pascal qu'on avait déjà édité. Celui-ci, Islam et Kabbale, que je n'ai pas encore lu, j'avoue, mais comme j'aime beaucoup les précédents ouvrages d'Alain Pascal, je pense qu'il est très prometteur. Donc tous les ouvrages d'Alain Pascal sont à peu près tous à trouver aux éditions des Cimes. C'est un auteur que nous aimons beaucoup. Les éditions des Cimes ont également une librairie, la librairie française, qui est 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e. Dans le 15e, oui.
Je vous recommande d'y aller puisqu'il y a énormément de... Enfin, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi j'adore ça. De petits ouvrages d'occasion à des prix cassés. Ah, ça, c'est Qu'on bien. trouve aussi sur Internet, mais je pense que ça vaut le détour d'aller fouiller. Oui. Parce qu'ils ne sont pas forcément tous sur Internet. Et des petits ouvrages à 5 euros, on trouve absolument de tout. J'ai acheté pas mal d'ouvrages de Charles Péguy là-bas à 5 euros, des vieux livres. Oh, j'aime énormément les vieux livres, donc ça sent le vieux livre, le vieux papier. On trouve des petites éditions originales également. Il faudra quand même un jour passer à la tablette, hein, vous serez bien. Quelle horreur. Oh là là, non, Ouais. pitié. Mais Et donc voilà, donc vous pouvez y aller tout l'été, ça ne ferme pas de l'été en plus. Donc Ah oui. c'est ouvert tous les jours du mardi au samedi, de midi à 19h. Donc faire les petites courses cet été, un petit Très ouvrage bien. à lire sur la plage, allez-y, Voilà. il y a tout ce qu'il faut. alors moi je recommande, oui, vous parliez des ouvrages d'Alain Pascal et Oui. je vais d'ailleurs le recevoir bientôt. Ah. Et, parce qu'il a écrit 2 livres qui vont d'ailleurs, pas tout à fait une suite, mais enfin ça se complète parfaitement bien sur la Réforme et sur la Renaissance. Exactement, Voilà. qui sont La Réforme, disponibles cette chez nous. révolution, je crois que c'est le dernier Oui. qui est paru, et avant ou après, je ne sais plus, enfin dans quel ordre, peu importe. Et il y avait eu la Renaissance, cette imposture. Voilà, 2 livres tout à fait fondamentaux. Et alors là aussi, qui sont à contre-courant, mais total de ce qu'on nous raconte à l'école, enfin, disons dans les. Ah oui, dans bah les justement, pour grosses ceux qui sont médias. issus de la Société de l'Éducation nationale, lisez Oui. Alain Pascal, ça va vous Voilà. retourner un petit peu le problème. Complètement. Alors vous en saurez beaucoup plus, vous saurez la vérité au moins une Oui. fois, enfin une approche de cette vérité, on sait qu'elle est multiple, mais enfin une approche de la vérité. Mais alors évitez de repasser ça dans vos copies parce que Oui, là oui, vous aurez certainement de sales notes. Ça ne plaît pas à tout le monde, on va Ça dire. ne plaît pas à tout le monde, mais tout est fondé, j'allais dire, tout est démontré et par conséquent. C'est pour ça, l'ouvrage a l'air un peu dense quand on le voit, c'est un petit pavé, mais il vaut vraiment le détour et ça se lit en fait très très vite. Oui. Et on apprend énormément de choses. Prenez un surligneur, des notes, Voilà, c'est vraiment très Ce très sont riche. c'est vrai que ce sont des livres qui se lisent un papier et un crayon. Oui, quoi. oui, oui. Voilà, avec un certain temps de repos. Ça peut être des lectures de vacances, mais à condition d'avoir un écritoire Exactement. sur le sable, je ne suis pas sûr. Alors, autre illustration, quel poète voulez-vous nous lire, Angélique Lachaume? Eh bien, Ma France. Je crois qu'il est page 24. J'y étais, page 24. C'est un poème que j'ai écrit. Je suis partie en septembre dernier au Népal pour une mission humanitaire auprès d'enfants handicapés. Et partie 1 mois. Et au bout de 2 semaines, je ne dis pas que mon entourage ne me manquait pas, mais c'était surtout la France qui me oui, manquait. Donc j'ai énormément écrit là-bas, notamment celui-ci. Et vous étiez au Népal pendant le tremblement de terre? Non. Ah bon. J'étais bien avant. Et par contre, j'ai perdu beaucoup d'amis pendant le tremblement de terre. Ah oui, donc j'ai oui, été très déçue d'apprendre ça, mais enfin. Très touché. Ce sont des pays assez particuliers. Ils ont un mode de vie assez pauvre, donc de toute façon, on nous avait prévenu de ne pas trop nous attacher aux enfants, etc. Parce que c'est très difficile les conditions de vie là-bas. Enfin, toujours est-il que là-bas, je n'avais donc pas de téléphone, pas d'internet, rien du tout. Donc j'ai eu énormément de temps bonheur. pour écrire. C'était le bonheur absolu. Et donc notamment, j'avais écrit celui-ci. Donc Ma France. Au pied des monts divins de l'ouest de l'Asie, qui dansent par-delà le céleste horizon, mon âme chante encore la folle frénésie qui consume ma vie à l'écho de ton nom. Elles n'ont pas suffi ces neiges éternelles, ni les odeurs suaves de millions d'épices, pour me faire oublier la terre jouvencelle où je veux voir grandir le dernier de mes fils. Dans 3 lunes enfin, douce France chérie, je reverrai le flanc de tes pieuses montagnes, le flot de tes ruisseaux, les lueurs de Paris qui seront pour toujours ma fidèle compagne. Et lorsqu'on me dira « Crois-tu donc que la France soit le plus beau pays pour lequel on succombe ?» Je répondrai « Le monde peut-être est immense, mais c'est là que je veux et ma vie et ma tombe. » Voilà, bel hommage donc à notre patrie. Voilà, je préfère ça à nation ou même pays. Enfin, pays est encore tout à fait assez neutre. Voilà. En tout cas, à notre patrie. La diction, c'est une chose qui est très importante. Il n'y a pas de poésie sans déclamation de la poésie. C'est vrai. Et je suis plutôt médiocre à ça d'ailleurs. Je suis désolée d'écorcher les vers quand je lis. Non, pas du tout. Je lis très vite, en fait, je crois. Vous avez une excellente articulation. Si j'ai un reproche à vous faire, allez-y, je prends. C'est de parler un peu vite. Oui, c'est de déclamer un peu vite. Dit. Pas de parler un peu, le débit est parfait, je me permettrai pas. Mais c'est de déclamer la poésie un peu rapidement. Voilà. On a parfois besoin de sentir peut-être davantage. Si je ne suis pas. Non, si vous avez raison, c'est que je suis très égoïste. Comme je les connais, je les lis vite. Voilà. C'est parce que vous connaissez déjà le texte. Mais alors, c'est très important parce que là encore,
peut-être critiquer un peu notre époque contemporaine, mais on est quand même dans une époque où on marmonne un verbiage incertain, enfin, etc. On l'entend, enfin, nous préenregistrons cette émission, chers auditeurs. Hier, les plus courageux, les sadomaso sans doute, ont écouté une allocution de 45 minutes. Ouf, non. Et on a... je trouve que le débit de la parole, la façon de s'exprimer, ne correspond plus du tout à un modèle de la langue française, de l'articulation, enfin, etc. On a besoin... La compréhension passe par le temps de l'articulation. Et la plupart du temps, on ne comprend rien de ce que disent les gens parce que c'est marmonné, c'est dit très vite. C'est du borborigme, enfin, etc. C'est moi dit très très vite. Non, n'exagérons pas quand même. Voilà, pas de fausses, de faux remords. Mais la poésie précisément oblige à respecter cette verborhythmie. Oui. Du texte. Et c'est la programme. Alors, le micro a fait un mal fou. Alors, je ne parle pas des micros de notre radio, naturellement, qui sont indispensables pour que vous nous écoutiez. Mais par exemple, le micro dans les églises, c'est quelque chose. C'est très dommage. C'est quelque chose d'incroyable. Car l'église est faite, le vaisseau est fait pour la proclamation de la parole. Alors, certes, c'était pour la proclamation d'une parole sacrée, c'était du latin, avec les inflexions qui sont parfois différentes des inflexions de la langue française, souvent chantées, mais c'était le grégorien. Et par conséquent, il y avait dans la nécessité dans cette proclamation du texte du respect dont je parlais tout à l'heure, de la verborhythmie, etc. Et on entendait sans micro, lorsque le chantre était à l'ambon, on l'entendait au fond de l'église, et parfaitement distinctement. Parce qu'il avait la technique de... Voilà. Aujourd'hui, avec le micro, on peut se permettre de lire n'importe quel texte en marmonnant un truc, on ne comprend plus rien, enfin, etc. Et ça fait partie également de l'intelligence du texte, du respect de la personne à qui on parle. Car si l'on parle, c'est pour être entendu. Oui. Et si on marmonne quelque chose d'incompréhensible, eh bien, on n'est plus entendu. Alors, je ne sais pas, une réflexion à ce sujet-là. Parce que c'est vrai que dans les églises, notamment pour les sermons, je suis très contente quand les micros ne marchent pas et que les prêtres sont obligés de parler fort. Parce que du coup, c'est pas qu'ils sont plus dans leur sermon quoi que ce soit, mais ils y mettent des gestes, ils y mettent beaucoup plus de voix, beaucoup plus d'expression, et c'est beaucoup plus vivant. Voilà, ils vont être obligés de proclamer une parole, de clamer devant. C'est vrai. Alors c'est vrai que dans des églises immenses, c'est compliqué maintenant. Mais enfin, il y a quand même une époque où il n'y avait pas de micro, et dans les mêmes églises, il y avait quand même des sermons. Donc c'est pas du tout un reproche que je fais aux prêtres. L'aigle de Meaux n'avait pas de micro. Exactement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y avait une chaire. Oui. Parce qu'ils ne sont plus utilisés. Il parlait aux 2/3 de l'église. Au fond, on considérait que c'était les gens qui s'assoupissaient. c'est ça. Mais au moins pour les... Ils étaient en hauteur et avancés dans la foule, donc on entendait. Maintenant, il y a un micro, ils sont devant, juste à côté de l'autel, voilà. Donc il n'y a pas de nécessité de parler fort. Voilà. Et si on en parle, c'est parce que je pense que la poésie, essentiellement la poésie en vers, naturellement, enfin la vraie poésie en un mot, oblige à cette façon de proclamer la parole qui est tout à fait particulière et qui est, à mon sens, très nécessaire. Enfin, quand on pense qu'aujourd'hui, ça fait bien longtemps que j'étais à l'école, naturellement, mais dans la relation que je peux avoir avec un certain nombre de professeurs de mes enfants, quand on est obligé de faire répéter 3 fois la même phrase, et je ne suis pas sourd, on se dit, il y a un problème. Comment fait-il, ce professeur, ou comment fait-elle, pour enseigner à une classe de 30 ? Oui. Si on est obligé de lui faire répéter 3 fois la même chose sur un propos qu'elle tient sur un élève, enfin, etc. C'est assez, et ça, c'est symptomatique d'une époque où les gens deviennent fous, d'abord parce qu'ils ont toujours des casques sur la tête et qu'ils se coupent complètement. Des casques sur la tête, un téléphone sous les yeux. Et oui, en plus, c'est ça, exactement. Exactement. Alors, dites-nous un autre poème.
Et puis on parlera à nouveau de la prononciation, mais à travers les poèmes mis en musique, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Du coup, je vous propose le Quand dans les feux brûlants, celui qui a gagné aux Jeux Floraux le prix des jeunes poètes cette année. Très bien. Comme ça, moi, je suis sûre de l'avoir déjà lu tout fort. J'ai essayé de le lire doucement. Quand dans les feux brûlants de combats inégaux, tu seras consumé comme branche dans l'âtre, quand la morne tristesse d'un monde nouveau aura rendu désuet le chant du jeune pâtre, je t'aimerai ma France, ô ma tendre patrie. Quand les vents froids et durs de la Révolution souffleront sans répit sur ton âme vieillie, quand il faudra marcher droit dans la tradition pour soutenir ton bras qui parfois s'affaiblit, je t'aimerai ma France, ô ma tendre patrie. Quand tous mes compagnons de route et de combat fléchiront le genou face au mauvais seigneur, quand les vents de l'oubli éloigneront les pas de ceux qui t'ont juré fidélité, honneur, je t'aimerai ma France, ô ma tendre patrie. Je voudrais chaque jour t'aimer comme un amant, dont le cœur tout entier ne bat que pour ton nom. Je voudrais pour ta gloire avoir versé mon sang dans le feu des combats d'un de tes bataillons, car je t'aime, ô ma France, ô ma tendre patrie. Je voudrais te servir comme un jeune soldat, comme une pieuse mère au chevet de l'enfant, me dévouer chaque jour autant à tes combats qu'à penser tes blessures et tes vieux tourments, car je n'ai qu'un amour, c'est ma tendre patrie. Voilà, on est tout à fait dans cette belle ligne patriotique au sens le plus noble du terme. Alors, il y a un certain nombre d'associations, d'ailleurs je ne sais pas, d'académies, comme celle d'Académie des Jeux Floraux, qui apprécient encore et qui donne des prix pour cette poésie. Je suis assez surprise, oui, parce que donc il y a un concours tous les ans de poésie qui s'adresse à peu près à tous les âges, il y a plusieurs catégories. Et volontairement, j'envoie chaque année des choses un petit peu, orientées de nos idées. Vous voyez, quelque chose soit de très catholique, soit plutôt orienté politiquement ou quoi que ce soit. Et je suis assez surprise de chaque année quand même parvenir à me faire une petite place avec quelque chose comme ça. C'est assez surprenant. Mais c'est vrai que c'est une académie qui est très ancienne. Elle fait des concours de poésie depuis 1300 et des poussières. C'est ça. Donc oui. c'est quand même assez ancien. Victor Hugo avait gagné en son temps. Et donc, belle référence. Il y a... Oui. Pas pour tout. Pas pour tout, mais pour la poésie, oui. Voilà, belle référence. Et donc, ils ont même donc ils remettent des fleurs, ce sont seulement pour les adultes. Moi, je ne suis pas encore dans la catégorie adulte. On est adulte qu'à 25 ans chez eux. Très bien. Donc, je suis encore chez les jeunes poètes. Mais chez les adultes, ils ont une catégorie, le Lys d'argent, qui est attribué au meilleur poème à la Sainte Vierge. Enfin, cette année, d'ailleurs, ils n'ont pas tenu compte de mon âge, ils me l'ont donné quand même. Ils ont été très gentils. D'ailleurs, monsieur Jean de Vigry fait partie du jury. Mais absolument. Il y a fort longtemps, j'avais reçu Jean de Vigry et il nous avait parlé des Jeux Floraux. C'est un petit peu pour ça que j'ai... En fait, déjà, chez les maires, on nous parle énormément de Jean de Vigry parce qu'il est très proche de ces milieux. Puis il a écrit énormément de jolies choses qu'on étudie, des articles ou quoi que ce soit. Et beaucoup sur la pédagogie. Beaucoup sur la pédagogie et un petit peu sur la poésie. Absolument. Et quand mon éditeur m'a dit c'est bien, mais il faudrait quand même que tu aies, comme tu es toute jeune, il faudrait que tu aies une belle préface. Alors j'ai un ami qui m'a redirigé vers Gabriel Cluzel, j'étais aux Anges. Et ensuite, je me suis dit, au culot, allons-y. J'ai trouvé le numéro de téléphone dans l'annuaire de Jean de Vigry et j'ai appelé en disant voilà, je suis lauréate depuis 5 ans de l'Académie des Jeux Floraux, je suis élève des Dominicaines de Fangeau et j'aurais voulu savoir si vous pouviez me faire une préface. Et il a été tellement gentil au téléphone, un grand-père, vous savez, qui a été vraiment adorable et qui m'a dit il n'y a pas de souci, qui m'a du coup renvoyé en quelques jours, il m'a renvoyé une préface avec une lettre adorable que j'ai d'ailleurs, j'avoue, encadrée, mis chez moi, dans ma chambre. C'est bien. Une très jolie lettre paraphée de Jean de Vigry. Donc voilà, j'étais extrêmement heureuse parce que les mainteneurs de l'Académie des Jeux Floraux sont des hommes de lettres, tous, très impressionnants, mais c'est vrai que à mon goût, personne n'égale Jean de Vigry puisqu'il a écrit énormément de jolies choses. Et il a une vision très juste de la pédagogie, notamment, de l'histoire de France. Il est vraiment dans la vérité, quoi. Oui. Et je suis persuadé que pour Jean de Vigry, ça a dû être une joie extraordinaire, car à la suite de ces écrits dont vous parlez, qui manifestent évidemment sa pensée, enfin, etc., pour lui, je me mets à sa place. C'est extraordinaire de savoir que tout ce qu'il préconise n'est pas mort. Alors que, à vue humaine, on se dit, je rame dans le désert, enfin, je parle dans le désert. Eh bien non, là, pas du tout. Il doit se dire,
la continuité est là, et c'est le modèle même de cette filiation, en fait, qu'il a voulu donner à ses idées, et vous en êtes l'incarnation. Entre autres, peut-être, je ne sais pas, Oui. mais en tout cas, vous en êtes une incarnation. Et ça, pour Jean de Vigry, ça doit être... je me mets à la place. Vous savez, quand on est pédagogue, qu'on a cette prétention, savoir qu'un de ses élèves, pour ne pas dire un disciple, parvient à reprendre le flambeau et puis à épouser le métier et puis à s'y mettre, c'est une joie extraordinaire. Une joie extraordinaire. Alors, tout à l'heure, Angélique Lachaume, je vous ai proposé, nous parlions de la verborhythmie, nous parlions du sens de l'articulation, de l'expression de la poésie, et on s'est mis d'accord pratiquement, vous m'avez dit avoir ce même disque. Oui, exactement. J'ai le même chez moi. Donc, l'interprétation des mélodies de Fauré par Paul de Rennes. Alors, évidemment, l'enregistrement peut paraître un tout petit peu, j'allais dire, désuet, un peu ancien, tout simplement parce que c'est un enregistrement qui a été fait en 1959, je crois. Donc, le temps a passé un petit peu. C'est intemporel, ça. Voilà, mais je pense que vous allez entendre, chers auditeurs, une articulation parfaite. Bon, les mélodies de Fauré, on ne les jugera pas, elles sont splendides, magnifiques, etc. Fauré avait une relation très particulière avec la poésie, avec la littérature, avec la poésie. Alors, nous allons écouter Après un rêve, si vous voulez. Avec plaisir. Et puis peut-être les berceaux après, mais ça on verra. Alors, Après un rêve, voulez-vous? C'est écrit tout petit. Oh là là, je n'ai pas mes lunettes, je ne sais pas Alors, si... Je suis désolée, je pense que je ne pourrais pas lire sans mes lunettes. Alors, moi qui ai mes lunettes... Je suis désolée. Je vais me permettre, c'est moi qui vais le lire, voilà, vous aurez ma grosse voix pour dire Après un rêve. Après un rêve. C'est quand même assez écrit petit. Oui, oui. C'est tout minuscule. Dans un sommeil que charmait ton image, je rêvais le bonheur, ardent mirage. Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore. Tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore. Tu m'appelais, et je quittais la terre pour m'enfuir avec toi vers la lumière. Les cieux pour nous entr'ouvraient leurs mues, splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues. Hélas, hélas, triste réveil des songes, je t'appelle, ô nuit, rends-moi tes songes, rends-moi tes mensonges. Reviens, reviens radieuse, reviens, ô nuit mystérieuse. Dans un sommeil que charmait ton image, je rêvais le bonheur, ardent mirage. Plus doux, ta voix pure et sonore, tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore. Tu m'appelais et je quittais la terre pour m'enfuir avec toi vers la lumière. Les cieux pour nous entr'ouvraient leurs nues, splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues. Hélas, hélas, triste réveil des songes, je t'appelle, ô nuit, rends-moi tes mensonges. Radieuse.
Voilà. Après un rêve de Gabriel Fauré, interprété par Paul de Rennes, ténor, et accompagné par Henri Sauguet d'ailleurs, un de nos grands compositeurs qu'on entend trop peu, mais on sait que en France, on oublie très vite les artistes disparus. Toujours est-il que c'est on ne juge pas de la qualité musicale qui est évidemment absolument remarquable, c'est splendide, il y a un équilibre. J'aime assez le terme de ordre avec un O majuscule d'ailleurs dans cette composition. Tout est concis, tout est dit, etc. Ça correspond très bien. Enfin, on n'imagine pas une autre mélodie sur Après un rêve d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est les deux, la littérature, la poésie et la musique sont tellement intimement liés qu'on en oublie d'ailleurs le nom du poète. Exactement. Vous me l'avez dit tout à l'heure et j'étais surprise parce que je ne savais même pas. Eh bien, ce poète s'appelle Romain Buccine. Voilà. Et c'est lui qui avait créé la société musicale avec Saint-Saëns. C'est dire qu'il y avait une interpénétration totale entre littérature et musique, car société musicale, Saint-Saëns, on comprend, mais Romain Buccine, on peut, enfin, s'en étonner, pas vraiment du reste, mais enfin voilà, ça veut dire que la littérature et la musique étaient infiniment liées à cette époque-là. Alors évidemment, on va nous dire oui, mais c'est très salonnard, etc. C'est le reproche qu'on fait à Gabriel Fauré. Écoutez, il y a d'autres poèmes qui sont, non, c'est pas une musique. Je ne trouve pas du tout que ce soit une musique salonnarde. C'est au contraire une musique extraordinairement inspirée. Voilà. Pour quelqu'un qui s'est toujours défendu d'être un croyant d'ailleurs. Or, quand on entend certaines messes de Gabriel Fauré, je parle de messe des pêcheurs de Villerville ou le Requiem. Il n'était pas croyant, je ne savais pas vous. Et non. Enfin, il s'est toujours prétendu athée. Voilà. Or, le Requiem des Forêts est certainement l'œuvre la plus liturgique en matière de Requiem, puisqu'elle est donnée très fréquemment dans des grandes messes de Requiem il faut avoir un orchestre, une masse chorale, enfin, etc. Tout le monde ne quitte pas ce bas monde avec le Requiem de Forêt, mais enfin, c'est souvent cette œuvre que l'on donne dans l'église, au cours d'une messe de Requiem, donc c'est souvent celle de Forêt. Agnostique. Allez, zou. C'est curieux. C'est assez curieux. Alors, dans ce libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, dans une émission préenregistrée, on vous l'a dit, chers auditeurs, vous ne pouvez donc pas poser vos questions à Angélique Lachaume, mais je vous promets qu'à l'occasion de la parution de son prochain recueil de poèmes, elle sera en direct et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Là, Angélique Lachaume a publié, donc, Par la plume et l'épée, aux éditions Décime, un petit, par la taille, recueil de poèmes, mais un grand recueil par la qualité des textes. Alors, autre considération sur la poésie. Oui, j'avais noté une petite chose à vous raconter. C'était lorsque j'ai terminé que j'ai donné mon manuscrit à l'éditeur qui me disait qu'il fallait avancer quand même pour la mise en page. Je lui ai donné le manuscrit et il m'a fait quelques remarques, quelques corrections d'ordre grammatical, etc. Parce que j'avais fait quelques erreurs. Mais enfin, il m'a reproché, parce qu'il y a un peu deux aspects dans ce recueil, il m'a reproché d'avoir beaucoup utilisé de mots comme impudence, insolence, ce qu'il n'aimait pas trop. Il préférait quelque chose de plus classique et de plus droit. Et il m'a demandé si c'était volontaire. Il m'a dit qu'il tolérerait ça, mais ce n'était pas vraiment de son goût. Bon, il est très gentil, ça l'a amusé, puisqu'il trouvait ça à la fois... Il trouvait ça juste, en fait, que chez une personne assez jeune comme je suis, je n'ai que 22 ans, il y ait quelque chose d'assez fidèle à la tradition, puis un petit côté insolent, impudent. Donc, voilà, c'est vrai que chez mes amis, c'est la partie qu'ils préfèrent. Les adultes préfèrent la partie catholique, prière, etc. Et les plus jeunes préfèrent la partie un peu plus insolente. Ah oui. Donc, comme exemple, je peux vous lire, si vous voulez, La grâce d'une bonne mort. Le titre n'a pas l'air... Absolument, oui. Très bien. Donc, La grâce d'une bonne mort. À défaut d'une vie riche de mille gloires, je voudrais que ma mort soit un acte sublime, un insolent écho, une belle victoire contre un monde aux allures de vain pantomime. Je l'attendrai venir, la vieille veuve noire, plastronnant fier et fort, le regard amusé, et le verre à la main je lui tendrai à boire pour ôter le sérieux de ses solennités. Et lorsqu'elle dira « L'heure est venue, l'ami », je finirai ce vin comme on finit sa vie, d'un coup sec, en un geste qui n'est qu'élégance. Et je rirai encore avant l'ultime coup, ce rire provoquant d'une mort de voyou qui n'avait de sérieux que sa belle impudence. Certes. Voilà, ce n'est pas du... C'était assez amusant. L'éditeur n'était pas le plus emballé sur ce genre de poème. Mais, enfin,
c'est d'une très grande, j'allais presque dire maturité pour une toute jeune femme. Car à 22 ans, est-ce qu'on pense, on pense à toute autre chose qu'à la grâce d'une bonne mort. Sinon que lorsqu'on est catholique, on le dit tous les jours. C'est vrai. Dans la prière à la Vierge. Oui. Bien. Mais effectivement, c'est la fin dernière. Oui, tout à fait. Voilà, nous ne sommes qu'en pèlerinage sur cette terre. Nous sommes de passage. Il faudra bien en partir. Alors donc, un beau poème aussi, hein, je le relis en vous parlant. Oui, je ne vous ai pas donné la page avant de le lire, je suis désolée. Si, très page égoïste. 18, on a bien compris. Voilà. Alors, autre question, à moins que vous ayez d'autres remarques à faire Non, je n'avais pas noté beaucoup de choses. Donc, Mais, alors, la poésie est-elle un style, est-elle un art complètement désuet? Ou pensez-vous au contraire que la poésie a tout encore à dire de notre monde? Je pense que la poésie a encore tout à dire. Ça vous étonne pas trop, je pense, comme réponse. Je pense que la poésie a encore tout à dire du moment où elle est bien écrite, parce qu'il y a énormément, au final, de personnes qui écrivent, pensant que c'est de la poésie, comme vous disiez, et qui font une espèce de prose pas forcément très élégante. Et je pense que quand elle est bien écrite, la poésie touche bien mieux que n'importe quel autre discours. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'une chose qui est dite simplement en une phrase peut être développée pendant tout un poème. Il suffit d'avoir une petite idée, quelque chose qui est dit, et si on le développe en s'étendant dessus avec de la prose, je pense qu'on peut moins susciter l'attention que si on en fait des vers. Après, c'est peut-être très personnel comme jugement, parce que moi, c'est ce qui me touche le plus. Mais je pense que ça porte plus à réflexion de lire des vers, puisqu'on est obligé vraiment de se concentrer, de réfléchir à ce qui est dit, puisque comme l'ordre des mots peut être changé, voilà, c'est exactement ça. Donc je pense que oui, la poésie a encore tout à dire et peut tout dire mieux que la prose. Oui, parce que ça oblige, à la fois pour l'écrivain, pour le poète, et pour le lecteur ou l'auditeur, ça oblige à un effort véritable, même quand la poésie est facile, comme elle semble l'être dans votre cas, Angélique Lachaud, mais parce que c'est très fluide en fait, donc on a une impression de facilité. Mais en fait, chaque mot est évidemment pesé pour sa juste valeur en fait, et dans l'équilibre de la phrase aussi. Oui, et puis ce que je pense aussi, c'est que la poésie a encore tout à dire, et comme on badine avec la poésie, on badine pas, on ne dit pas de choses prosaïques pour le coup. Mm-hmm. On ne parle pas du quotidien ou de choses banales avec la poésie. En général, on ne parle que de belles choses, sauf dans la poésie contemporaine qui n'est pas vraiment très poétique du coup. Mais on est censé parler que de belles choses, donc la poésie est censée élever. Et je pense que dans notre siècle, plus que jamais, on a besoin d'être un peu tiré vers le haut, ne serait-ce que parce qu'on lit. Alors là, vous avez ouvert une porte extrêmement difficile, c'est la poésie dite contemporaine, comme l'art contemporain. Oui. Alors effectivement, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission. Aujourd'hui, on a, alors peut-être influencé peut-être par le style SMS ou que sais-je, mais on a une certaine forme de poésie qui est en fait une suite de mots dont certains d'ailleurs, certaines suites sont, assez joliment troussées. Enfin, il y a un rythme, il y a quelque chose. C'est pas forcément laid du tout. Voilà, c'est pas forcément laid, mais ça n'a plus du tout il y a plus de qualité de compréhension du texte. Ce que je remarque dans vos poèmes traditionnels, on l'a bien compris, parce que vous voulez cette forme, c'est que c'est parfaitement compréhensible au premier degré. Voilà. Alors, à l'écoute, on comprend parfaitement votre intention. Voilà ce que vous avez voulu dire, les idées qui sont développées. Ça mérite parfois une deuxième lecture pour en saisir toute la substantifique moelle, comme disait un autre grand littérateur. Donc, on a cette qualité de la poésie qui oblige à la fois pour le poète et pour le lecteur à un certain effort intellectuel. Et donc, autant que possible, ça attire une certaine forme de culture. Parce que il y a des locutions qui sont symboliques parfois, il y a des locutions qui sont parfois un peu, j'allais dire presque ésotériques. Enfin, il faut reprendre les choses, il faut comprendre. Et vous avez parfois aussi peut-être pas, j'ai pas noté dans vos poèmes, plus dans ceux de Brasillac,
il y a souvent des rappels d'un certain nombre de choses qui méritent qu'on s'y attarde. Il faut avoir une connaissance de ce qui se passe dans l'entourage pour comprendre. C'est pas exactement. toujours, Il faut donc avoir une culture un peu plus, en plus, un peu élargie, quoi, disons. Oui. Alors, voulez-vous, parce que le temps passe très vite, je voulais vous faire encore écouter Les Berceaux. Ah oui, volontiers. Alors, Les Berceaux, je vais vous dire le nom du poète quand même, parce que... Oui, parce que visiblement, je ne suis pas... Sully Prudhomme. Ça va. Voilà, Sully Prudhomme, ça va encore. Bel exemple d'ailleurs. Sully Prudhomme, elle est souvent... peu connue. Elle est, alors, au final, peu étudiée en fait. Peu étudiée. Voilà. Mais enfin, je me souviens de très beaux poèmes de Sully Prudhomme à l'école, mais c'était avant. C'était il y a quelques années. Alors voici alors je vous le dis parce que vous n'avez pas vos lunettes. Les berceaux. Les berceaux. Le long du quai, les grands vaisseaux que la houle inclinés en silence ne prennent pas garde aux berceaux que la main des femmes balance. Car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les horizons qui leurrent. Et ce jour-là, les grands vaisseaux, fuyant le port qui diminue, sentent leur masse retenue par l'âme des lointains berceaux. Le long du quai, les grands vaisseaux que la houle incline en silence ne prennent pas garde au berceau que la main des femmes balance. Mais viendra le jour des adieux, car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les horizons qui Et ce jour-là, les grands vaisseaux, fuyant le port qui diminue, sentent leur masse retenue par l'homme de lointains berceaux. Par l'homme de lointains Les berceaux de Sully Prudhomme, musique de Gabriel Fauré, interprétée par Paul de Rennes dans ce très beau disque des mélodies de Gabriel Fauré, paru chez Solstice, je crois, oui, c'est un document INA, bien sûr, de l'Institut National de l'Audiovisuel. Solstice, SOCD, Solstice CD 126. Voilà, pour ceux que ça intéresse, puisque nous sommes au moins deux à avoir le disque. Donc, oui. Voilà, avec Angélique Lachaume, ici présent dans ce studio. Alors, Angélique, encore un poème, peut-être ? Oui, je me proposais de vous lire La prière de la femme du soldat. C'est un poème que j'ai écrit parce que j'ai grandi dans une famille de militaires. Papa était militaire, maman était infirmière militaire, j'ai un oncle, un grand-père, un frère militaire, et maintenant mon mari aussi. Bon. Je suis pas très originale, mais enfin voilà, c'est familial. Donc c'est un sujet voilà qui me touche beaucoup. Il y a plusieurs poèmes dans le recueil sur le champ militaire, sur les dolos qui sont les élèves officiers. Absolument. Il y en a plusieurs, et celui que j'aime particulièrement maintenant, du coup, c'est La prière de la femme du soldat, pour lequel je me sens plutôt concernée maintenant. Bon, alors cet aveu familial nous replace effectivement dans quand je parlais de l'ordre tout à l'heure, oui. Avec un O majuscule, c'est bien entendu comme ça. Voilà. Alors, prière de la femme du soldat. Mon Dieu, cet enfant qui se jette aux bras du sacrifice, comme à ceux d'une mère et le sourire au cœur,
Prenez-le dans vos bras puisqu'il est votre fils, sanctifiez son combat, protégez son ardeur. Il a offert son bras sans effort ni tourment au service loyal de sa sainte patrie. Recevez son courage et son pieux dévouement comme un serment d'amour au Seigneur Jésus-Christ. Que cet époux chéri que vous m'avez donné, je vous l'offre à mon tour, sans regret ni remords, comme il s'était lui-même offert en chevalier quand son âme a choisi de côtoyer la mort. Que l'écho du fiat qu'il a dit à la France, qui consume son cœur de jeunesse chrétienne, embrase aussi le mien d'amour et de confiance, que votre volonté soit faite et non la mienne. Et si, dans un élan d'amour tout paternel, vous souhaitez aujourd'hui le rappeler à vous, donnez-lui d'être prêt, donnez-lui l'âme belle, debout devant la mort, face à vous, à genoux. Voilà, on ose à peine reprendre la parole après un très beau poème qui dit tout sur effectivement la condition du soldat. Oui, et voilà. de la femme du soldat, ou de la Et mère de la du soldat femme aussi. Ça et peut de la marcher mère pour du la mère soldat. du soldat aussi. Oui. Je pense que ce n'est pas forcément facile à vivre pour les femmes quand les maris s'en vont. Bon, enfin bref, je vous souhaite d'avoir peu d'expérience de départ. C'est gentil. Puisque vous avez choisi donc d'être la femme du soldat, en quelque Très sorte. bien. C'est ça. Voilà. Donc, merci Angélique Lachaume Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. pour cette émission sur la poésie que je souhaitais faire après avoir lu vos poèmes d'ailleurs, plus particulièrement. Mais enfin, la poésie est vraiment un art, une manifestation artistique qui est tellement indispensable. Et puis, je rappelle que cette petite collection naissante aux éditions Décime révèle déjà les poèmes de Fresne de Robert Brasillac. Et ça, c'est aussi, on n'en a pas lu, mais enfin, c'est un très beau... On aurait dû, voilà, pour la prochaine. Et puis, Par la plume et l'épée, c'est le livre de Angélique Lachaume, édition Décime donc, préface de Jean Vigry, introduction de Gabriel Cluzel. Les éditions Décime, rappelez l'adresse, c'est au 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e, c'est le métro Duplex. Métro Duplex. Et donc, tout l'été. Et vous y êtes de temps en temps? Non, j'y passe de temps en temps. Je dépense énormément d'argent dans l'achat de livres. C'est mon addiction à moi. Donc j'y suis très souvent. Très bien. Et donc... Ils sont très accueillants, très gentils. Parfait. Et il y a énormément de choix pour les livres. Que des bons livres. Que des bons livres. Et puis nous allons nous quitter, pourquoi pas, on se refait une petite mélodie pour dire au revoir à nos auditeurs, laquelle choisir, c'est impossible. Eh bien, prenons la mélodie 26, c'est les horizons chimériques de la ville de Miremont. Ça, c'est le nom de l'auteur et du poème, et vous parliez de la femme du soldat. Eh bien, celui-ci, de la ville de Miremont, est mort, un des premiers à être mort pendant la guerre 14-18. Ah. Voilà, une des premières victimes de la guerre, jeune officier. Donc, et il a écrit L'horizon chimérique, et nous écoutons La mer est infinie, toujours de Gabriel Fauré bien sûr, toujours par Paul de Rennes, et toujours accompagné par Henri Sauguet. À dimanche prochain. La mer est infinie et mes rêves sont fous. La mer chante au soleil en battant les falaises. Et mes rêves légers ne se sentent plus d'aise de danser sur la mer comme des oiseaux sourds. Le vaste mouvement des vagues les emporte, la brise